Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux génies méconnus qui ont façonné l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire épopée d'Enrico Honda, ingénieur aéronautique français d'origine roumaine, dont l'idée révolutionnaire fut d'abord moquée par l'establishment militaire, avant de transformer à jamais l'aviation de combat moderne. Cette histoire vraie de 1940-1944 révèle comment un homme seul, armé de ses seules connaissances techniques et d'une intuition géniale, réussit à concevoir le premier système de propulsion révolutionnaire qui préfigurait l'ère du vol supersonique. Cette aventure scientifique et humaine nous plonge dans les laboratoires secrets de l'aviation française, où se côtoyaient génie incompris et bureaucrates frileux, innovation révolutionnaire et conservatisme militaire, dans une course contre la montre où se jouait l'avenir de la supériorité aérienne alliée face aux redoutables chasseurs allemands. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants d'innovateurs français méconnus. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous captive. Et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces pionniers qui ont changé le monde. Préparez-vous à découvrir comment une folie d'ingénieurs est devenue la révolution technologique qui a sauvé l'aviation alliée. Le 15 mars 1940, dans les bureaux feutrés du ministère de l'Air français rue Saint-Dominique, l'ingénieur Enrico Honda, 54 ans, ancien élève de l'école polytechnique et pionnier de l'aéronautique mondiale, présentait devant un aréopage de généraux sceptiques son projet le plus audacieux, remplacer les hélices traditionnelles par un système de propulsion révolutionnaire basé sur la réaction de gaz éjecté à haute vitesse. Cette idée, qui paraissait relever de la science-fiction aux yeux des militaires présents, allait pourtant révolutionner l'aviation mondiale et donner naissance à l'ère des avions à réaction. Honda n'était pourtant pas un rêveur utopique, mais un ingénieur de réputation internationale, inventeur de l'effet aérodynamique qui porte son nom et créateur, en 1910, du premier avion expérimental utilisant la propulsion par réaction. Naturalisé français en 1919, il avait consacré sa vie à repousser les limites de la technique aéronautique, multipliant les innovations dans les domaines de l'aérodynamique, de la propulsion et de la construction aéronautique. L'hélice, expliquait-il avec la passion du visionnaire, représente le passé de l'aviation. L'avenir appartient à la propulsion par réaction qui permettra des vitesses et des altitudes inimaginables. Face à lui, le général Vuillemin, chef d'état-major de l'armée de l'air, écoutait avec un mélange de politesse et d'incrédulité cette présentation qui remettait en question tous les fondements de l'aviation militaire française. « Monsieur Honda, objectait-il prudemment, vos calculs sont peut-être théoriquement séduisants, mais nous sommes en guerre. Nos pilotes maîtrisent parfaitement leur morane et leur déouétine. Pourquoi risquer de bouleverser un système qui fonctionne pour des expérimentations hasardeuses ? Cette réaction conservatrice illustrait la résistance de l'institution militaire face à l'innovation radicale. L'ingénieur roumain déployait patiemment ses plans techniques, ses calculs de performance, ses schémas de fonctionnement qui révélaient l'ampleur de sa vision révolutionnaire. Son moteur à réaction, basé sur la compression et la combustion continue de l'air aspiré, promettait des vitesses supérieures à 800 km/h, soit près du double des chasseurs conventionnels de l'époque. « Messieurs, insistait-il, les Allemands développent des armes nouvelles. Si nous ne révolutionnons pas notre aviation, nous serons dépassés technologiquement dans les mois qui viennent. » Cette prophétie s'avérerait remarquablement exacte, mais en mars 1940, elle paraissait excessivement alarmiste aux responsables français qui sous-estimaient encore la supériorité technique allemande. Le colonel Cacotte, directeur technique de l'aviation militaire, résumait l'opinion générale. « Monsieur Honda, vos idées sont certes intéressantes du point de vue scientifique, mais nous devons rester pragmatiques. La guerre sera peut-être terminée avant que vos moteurs expérimentaux soient opérationnels. » Cette myopie stratégique allait coûter cher à la France. Cependant, quelques voix s'élevaient pour soutenir l'innovation de Honda. Le commandant de Gaulle, alors théoricien de l'arme blindée mais passionné d'innovation technique, déclarait après la réunion « Cet homme a peut-être raison. Les guerres se gagnent par la supériorité technologique, pas par la routine. Si ces calculs sont exacts, nous devons impérativement explorer cette voie. » Cette vision avant-gardiste contrastait avec le conservatisme ambiant de l'état-major français. L'ingénieur Marcel Bloch, futur Marcel Dassault, constructeur aéronautique visionnaire, apportait également son soutien au projet.
Coanda est un génie que nous avons la chance d'avoir en France. Ses innovations d'avant-guerre ont déjà révolutionné l'aérodynamique. S'il dit que la propulsion par réaction est l'avenir, nous devons l'écouter. Ses appuis industriels et militaires éclairés restaient toutefois minoritaires face au scepticisme général. La présentation de Coanda révélait des aspects techniques révolutionnaires qui dépassaient largement la simple question de propulsion. Son moteur à réaction intégrait des innovations métallurgiques, des systèmes de refroidissement inédits, des mécanismes de régulation automatique qui préfiguraient l'avionique moderne. Ce n'est pas seulement un moteur différent, expliquait-il. C'est une philosophie complètement nouvelle de l'aviation qui intègre tous les systèmes de l'avion dans une conception globale optimisée. La débâcle française de mai-juin 1940 allait brutalement confirmer les craintes de Coanda sur l'obsolescence de l'aviation française face à la supériorité technique allemande. Les Messerschmitt 109 et les Stuka avaient démontré leur supériorité sur les chasseurs français, révélant l'urgence de l'innovation technologique pour reconquérir la maîtrise du ciel. Cette leçon amère allait transformer l'accueil réservé aux idées révolutionnaires de l'ingénieur roumain. Réfugié en Angleterre après l'armistice, Coanda ne renonce pas à son projet, mais l'adapte aux nouvelles circonstances de la guerre. Il comprend que sa révolution technologique doit désormais servir la cause alliée et participer à la libération de l'Europe occupée. Cette détermination patriotique allait donner une nouvelle dimension à son génie inventif et précipiter la réalisation de son rêve d'aviation révolutionnaire. L'exil londonien de Coanda, à partir de juillet 1940, marqua un tournant décisif dans le développement de son moteur révolutionnaire. Accueilli par les services techniques de la Royal Air Force, qui connaissaient sa réputation internationale, l'ingénieur français découvrit un environnement infiniment plus réceptif à l'innovation que l'administration française d'avant-guerre. Le Air Chief Marshal Hugh Dowding, vainqueur de la bataille d'Angleterre, reçut personnellement l'inventeur dans son bureau de Bentley Priory. « Monsieur Coanda, vos théories sur la propulsion par réaction nous intéressent vivement. Nos ingénieurs travaillent déjà sur des concepts similaires, mais votre expérience pourrait accélérer considérablement nos recherches. » Cette collaboration anglo-française en matière d'aviation révolutionnaire s'inscrivait dans un contexte d'urgence absolue. Les bombardements allemands sur Londres révélaient la supériorité des chasseurs de la Luftwaffe, particulièrement en haute altitude, où les Spitfire peinaient à intercepter les nouveaux bombardiers allemands. « Nous avons besoin d'un bond technologique », expliquait le groupe capitaine Frank Whittle, lui-même pionnier britannique de la propulsion par réaction, et votre approche nous apporte des solutions que nous n'avions pas envisagées. Coanda découvrait avec fascination que les Britanniques avaient développé parallèlement leurs propres recherches sur la propulsion par réaction, mais selon des principes différents de ces innovations. Cette convergence scientifique, fruit du hasard et de la nécessité militaire, allait permettre une fertilisation croisée des recherches qui accélérerait spectaculairement le développement des moteurs à réaction. « C'est extraordinaire », s'enthousiasmait l'ingénieur français. « Nous avons exploré des voies complémentaires qui, combinées, peuvent révolutionner l'aviation mondiale. » L'installation de Coanda dans les laboratoires secrets de Farnborough lui offrit les moyens techniques et financiers que la France en guerre n'avait pu lui fournir. Des équipes d'ingénieurs britanniques de premier plan, des budgets considérables, des installations expérimentales ultramodernes, lui permirent de concrétiser ses théories les plus avancées. Pour la première fois depuis des années, ces idées révolutionnaires trouvaient un terrain d'application pratique à la mesure de leur ambition. Le premier prototype de moteur Coanda-Whittle, fusion des innovations françaises et britanniques, fut testé en janvier 1941 dans le plus grand secret. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. Puissance de 1000 chevaux équivalents, consommation réduite, fiabilité remarquable, et surtout performance de vitesse et d'altitude qui révolutionnait complètement les possibilités du combat aérien. « C'est un miracle technique », déclarait le professeur Hooker, spécialiste des moteurs britanniques. « Ce moteur nous donne 10 ans d'avance sur tout ce qui existe au monde. » Cependant, le passage du moteur expérimental à l'avion opérationnel s'avérait infiniment plus complexe que prévu. Les défis techniques se multipliaient, tenue thermique des matériaux, système de refroidissement, mécanisme de régulation, adaptation aérodynamique de la cellule. Chaque problème résolu en révélait 3 nouveaux, obligeant l'équipe de Coanda à repenser constamment ses solutions. « Nous inventons littéralement l'aviation du futur », observait-il. « Chaque jour apporte sa découverte et ses obstacles inédits. » L'urgence militaire donnait une dimension dramatique à ses recherches.
Les rapports d'espionnage signalaient que l'Allemagne développait également ses propres moteurs à réaction, créant une course technologique où la supériorité aérienne future se jouait dans les laboratoires secrets des belligérants. Winston Churchill lui-même, informé des progrès de Coanda, avait déclaré « Cette invention peut changer l'issue de la guerre. Il faut mobiliser tous les moyens pour devancer les Allemands. » Les premiers vols d'essai du Gloster E-28-39 équipés du moteur Coanda-Whittle, en mai 1941, marquèrent l'entrée de l'humanité dans l'ère de l'aviation à réaction. Le pilote d'essai Jerry Sayer décrivait avec émotion cette expérience révolutionnaire. C'est indescriptible. Plus de vibrations, plus de bruit d'hélice, juste cette accélération fantastique et cette montée vertigineuse. Cet avion vole comme aucun autre avion n'a jamais volé. Ces mots historiques marquaient la naissance d'une nouvelle époque de l'aviation. Cependant, la mise au point opérationnelle révélait des défis considérables. La consommation de carburant, bien que théoriquement acceptable, posait des problèmes logistiques énormes pour des missions de combat prolongées. La complexité mécanique du moteur exigeait des pilotes et des mécaniciens une formation entièrement nouvelle. Les performances révolutionnaires s'accompagnaient d'exigences de maintenance et de formation qui compliquaient considérablement la production de masse. La contribution personnelle de Coanda à ces développements dépassait largement la simple innovation technique pour toucher au domaine de la tactique aérienne et de la stratégie militaire. Ces avions, expliquait-il aux états-majors alliés, ne sont pas seulement plus rapides que les avions conventionnels. Ils changent complètement la nature du combat aérien. Ils exigent de nouvelles tactiques, de nouveaux concepts d'utilisation, une réinvention complète de l'art de la guerre aérienne. Cette vision globale révélait la dimension révolutionnaire de son innovation. L'année 1941 s'achevait sur un bilan encourageant mais encore fragile. La faisabilité technique de l'aviation à réaction était démontrée, mais son application opérationnelle restait à développer. Coanda avait réussi son pari scientifique, mais le défi industriel et militaire ne faisait que commencer. Cette transition entre laboratoire et champ de bataille allait révéler d'autres facettes du génie de l'inventeur franco-roumain. L'année 1942 marqua un tournant décisif avec l'entrée en guerre des États-Unis et l'accélération dramatique du programme de développement des avions à réaction alliés. Coanda, devenu consultant spécial pour les trois puissances alliées, se retrouvait au centre d'un effort de guerre technologique sans précédent. Son expertise était désormais sollicitée par les ingénieurs américains de General Electric et de Bell Aircraft, créant une coopération triangulaire franco-anglo-américaine qui révolutionnait les méthodes de développement aéronautique. L'arrivée des moyens industriels américains transforma complètement l'échelle du projet. Là où les Britanniques peinaient à produire quelques moteurs expérimentaux par mois, les Américains proposaient des chaînes de production capables de fabriquer des centaines d'unités. C'est fantastique, s'émerveillait Coanda lors de sa première visite des usines General Electric à Lynn. Ils industrialisent nos innovations à une vitesse qui dépasse tout ce que j'avais imaginé. L'Amérique transforme notre invention de laboratoire en arme de guerre de masse. Cette montée en puissance industrielle s'accompagnait de défis techniques inédits. La production de série révélait des problèmes de qualité, de standardisation, d'approvisionnement en matériaux stratégiques que les prototypes n'avaient pas posés. Coanda dut adapter ses conceptions d'ingénieur-inventeur aux contraintes de l'industrie de guerre, acceptant parfois des compromis techniques pour permettre la fabrication rapide. L'ingénieur parfait, philosophait-il, est l'ennemi de l'ingénieur efficace. Mieux vaut un bon moteur produit en série qu'un moteur parfait qui reste unique. Le développement parallèle de plusieurs modèles d'avions à réaction permettait d'explorer différentes applications tactiques de cette révolution technologique. Le Gloster Meteor britannique, optimisé pour l'interception rapide, le Bell P-59 Era Comet américain, conçu pour le combat de haute altitude, et les projets français en exil étudiaient les possibilités d'attaque au sol. Cette diversification révélait l'universalité des applications de l'innovation de Coanda. Cependant, les services de renseignement alliés apportaient des nouvelles inquiétantes sur les progrès allemands dans ce domaine. L'Allemagne développait ses propres avions à réaction avec des performances apparemment supérieures aux prototypes alliés. Les photos d'espionnage montraient des Messerschmitt Me 262 en vol d'essai, révélant que la course technologique était loin d'être gagnée. Nous devons accélérer, pressait Coanda. Les Allemands ont l'avantage de commencer la guerre avec leurs meilleurs ingénieurs, pendant que nous devons reconstruire nos équipes.
L'espionnage révélait également que l'Allemagne avait développé ses moteurs à réaction selon des principes partiellement différents de l'approche Coanda-Whittle. Cette diversité technologique créait une émulation scientifique internationale qui accélérait les innovations de part et d'autre. C'est passionnant d'un point de vue scientifique, observait l'inventeur, mais terrifiant d'un point de vue militaire. Nous assistons à une révolution technologique en temps de guerre où chaque mois de retard peut coûter des milliers de vies. Le premier engagement opérationnel d'un avion à réaction eut lieu le 27 juillet 1942, quand un Gloster Meteor intercepta un V1 allemand au-dessus de l'Angleterre. Cette victoire symbolique marquait l'entrée effective de l'ère des chasseurs à réaction dans l'histoire militaire. Coanda, présent sur la base de Farnborough, assistait ému à cette concrétisation opérationnelle de ses théories d'avant-guerre. Mes calculs de 1910 viennent de sauver des vies anglaises. C'est la plus belle récompense qu'un ingénieur puisse espérer. Mais cette réussite technique s'accompagnait de découvertes troublantes sur les limites de la nouvelle technologie. Les pilotes rapportaient des difficultés d'adaptation aux caractéristiques de vol des avions à réaction, accélération brutale, inertie en virage, consommation élevée qui réduisait l'autonomie. Nous avons créé un monstre de performance, reconnaissait Coanda, mais nous devons maintenant apprendre à le domestiquer pour en faire une arme efficace. L'adaptation des tactiques de combat aux nouvelles possibilités techniques représentait un défi aussi complexe que le développement technologique lui-même. Les vitesses atteintes par les avions à réaction révolutionnaient complètement les techniques d'interception, les méthodes de tir, les formations de vol. Les as de la chasse traditionnelle devaient réapprendre leur métier pour exploiter ces nouvelles capacités. « Nous ne volons plus », commentait le squadron leader Braham après ses premiers vols sur Météor. Nous surfons sur les vagues de l'air à des vitesses qui dépassent notre compréhension. L'impact stratégique de ces innovations commençait à se dessiner. L'aviation à réaction promettait de révolutionner non seulement le combat aérien, mais aussi le bombardement stratégique, la reconnaissance et même les transports militaires. Coanda, devenu sans le vouloir l'un des architectes de l'aviation future, mesurait l'ampleur des transformations qu'il avait déclenchées. Nous avons ouvert une boîte de Pandore technologique. Ces avions vont changer la guerre, mais aussi la paix qui suivra. Cette prise de conscience des implications à long terme de son invention amenait l'ingénieur à s'interroger sur les responsabilités du créateur face à ses créations. Un ingénieur, confiait-il à ses collaborateurs, invente pour servir l'humanité, mais ses inventions peuvent être détournées de leur fin pacifique. J'espère que ces avions, conçus pour défendre la liberté, ne deviendront pas des instruments de destruction aveugle. Cette dimension éthique ajoutait une profondeur philosophique à son génie technique. L'année 1943 vit naître une rivalité technologique acharnée entre l'Axe et les Alliés dans le domaine de l'aviation à réaction, transformant les laboratoires secrets en nouveaux champs de bataille où se jouait l'avenir de la guerre aérienne. Coanda, désormais coordinateur scientifique des programmes alliés, découvrait avec inquiétude que l'Allemagne nazie avait non seulement rattrapé, mais peut-être dépassé les innovations alliées grâce à des ressources considérables et à l'utilisation de main-d'œuvre scientifique européenne mobilisée de force. Les rapports d'espionnage révélaient l'ampleur du programme allemand de Wunderwaffen, arme miraculeuse, dirigé par des ingénieurs de génie comme Willy Messerschmitt et Hans von Ohain. Le Messerschmitt, Me 262 Schwalbe, hirondelle, atteignait des performances supérieures aux prototypes alliés. Vitesse de pointe de 870 km/h, plafond d'opérationnel de 12 000 mètres. Armement de 4 canons de 30 mm qui en faisaient un intercepteur redoutable. Ils ont industrialisé plus vite que nous, reconnaissait Coanda avec amertume. Et leurs ingénieurs ont résolu certains problèmes que nous peinons encore à maîtriser. Cette supériorité temporaire allemande créait une pression énorme sur les équipes alliées qui devaient rattraper leur retard tout en préparant la riposte technologique. Coanda multipliait les missions entre Londres, Washington et les centres de recherche secrets pour coordonner un effort de guerre scientifique d'une ampleur inégalée. Nous menons désormais une guerre d'ingénieurs, expliquait-il aux états-majors. Et dans cette guerre, chaque innovation peut bouleverser l'équilibre des forces. Le défi ne se limitait pas à la performance pure mais touchait aussi à la fiabilité opérationnelle. Les premiers Me 262 allemands, malgré leur performance remarquable, souffraient de problèmes de fiabilité qui limitaient leur efficacité au combat. Les moteurs Jumo 004, révolutionnaires mais fragiles, nécessitaient des remplacements fréquents et une maintenance complexe.
Cette faiblesse offrait une opportunité aux Alliés de développer des moteurs moins performants, mais plus fiables, et donc plus adaptés aux réalités opérationnelles. Coanda orienta donc ses recherches vers l'optimisation de la fiabilité, plutôt que vers la performance maximale. Un avion qui vole est plus utile qu'un avion qui vole plus vite, mais tombe en panne, résumait-il sa philosophie pragmatique. Cette approche, moins spectaculaire que la recherche de records, s'avérait plus adaptée aux besoins militaires réels et donnait aux Alliés un avantage opérationnel progressif sur leurs rivaux allemands. L'entrée en service opérationnel des premiers chasseurs à réaction alliés, à partir de juillet 1943, marqua un tournant psychologique autant que technique. Les pilotes de Météor qui interceptaient les V1 au-dessus de l'Angleterre démontraient concrètement la supériorité de la nouvelle technologie, redonnant confiance aux populations civiles et aux états-majors. Enfin, déclarait Churchill après avoir assisté à une démonstration de vol, nous avons une réponse technique aux armes nouvelles allemandes. Cette montée en puissance s'accompagnait d'un effort de formation massive des pilotes et des mécaniciens pour maîtriser ces nouvelles machines. Coanda participait personnellement à l'élaboration des programmes de formation, adaptant les techniques d'instruction aux spécificités des avions à réaction. Ces avions, expliquait-il aux instructeurs, exigent une mentalité différente. Le pilote doit penser plus vite, anticiper davantage, gérer une énergie cinétique considérable. C'est un nouveau métier qui naît. Le développement de variantes spécialisées révélait la polyvalence de la technologie à réaction. Chasseurs d'interception, bombardiers rapides, avions de reconnaissance, chaque application explorait de nouvelles possibilités tactiques. Le projet secret de bombardier à réaction Arado AR-234 allemand inquiétait particulièrement les Alliés, car il promettait des bombardements de précision impossibles à intercepter par l'aviation conventionnelle. Cette diversification révélait que la révolution aéronautique ne faisait que commencer. L'aspect industriel prenait une importance croissante avec la nécessité de produire des moteurs à réaction en grande série. Les défis métallurgiques, les problèmes d'approvisionnement en matériaux rares, les questions de standardisation internationale entre alliés transformaient l'innovation de Coanda en enjeu économique et diplomatique majeur. Nous inventons non seulement de nouveaux avions, observait-il, mais de nouvelles industries, de nouveaux métiers, de nouveaux équilibres géopolitiques. Les premières batailles aériennes entre chasseurs à réaction, sporadiques mais spectaculaires, révélaient l'obsolescence programmée de toute l'aviation conventionnelle. Les combats entre Me-262 allemands et Météor britanniques, bien que limités, marquaient l'entrée dans une nouvelle ère tactique où vitesse et altitude devenaient les facteurs déterminants. Ces engagements, filmés et étudiés minutieusement, servaient de laboratoire pour développer les futures doctrines d'emploi. L'impact psychologique de ces nouveaux avions dépassait largement leur efficacité militaire immédiate. Population civile, soldats au front, dirigeants politiques, tous découvraient que la guerre technologique avait franchi un seuil irréversible. Nous assistons, déclarait Coanda dans un rapport confidentiel, à la naissance de l'aviation moderne. Ces avions ne sont pas seulement plus performants, ils annoncent un monde nouveau où la vitesse transformera toutes les relations humaines. Cette vision prophétique révélait la dimension révolutionnaire de son innovation. L'année 1944 transforma définitivement l'innovation de Coanda en facteur stratégique majeur de la guerre mondiale, alors que les avions à réaction alliés commençaient à modifier sensiblement l'équilibre des forces aériennes au-dessus de l'Europe. Le débarquement de Normandie bénéficia directement de cette supériorité technologique naissante, les Gloster Météor assurant la couverture haute altitude des plages d'assaut avec une efficacité que n'auraient jamais atteinte les chasseurs conventionnels face aux nouvelles armes allemandes. Coanda, devenu conseiller spécial d'Eisenhower pour les questions d'aviation révolutionnaire, assistait depuis son poste d'observation privilégié à cette première utilisation massive de sa technologie dans une opération décisive. C'est extraordinaire, confiait-il à son journal. Mes calculs théoriques de 1910 protègent maintenant le débarquement qui va libérer l'Europe. Jamais je n'aurais imaginé que mes recherches sur l'effet de réaction auraient un tel impact historique. Et cette dimension épique donnait un sens particulier à 30 années de recherches souvent incomprises. Cependant, la riposte allemande ne tardait pas. L'entrée en service opérationnel du Messerschmitt Me-262 en juillet 1944 créait une nouvelle supériorité aérienne locale que les Alliés devaient impérativement contrer. Ces chasseurs révolutionnaires, pilotés par les as survivants de la Luftwaffe,
infligèrent des pertes considérables aux formations de bombardiers alliés malgré leur escorte de chasseurs conventionnels. La guerre technologique entrait dans une phase d'escalade où chaque innovation appelait une contre-innovation. L'urgence militaire poussait Coanda et ses équipes à accélérer le développement de versions améliorées de leurs moteurs. Le Rolls-Royce Néné, évolution du moteur Coanda-Whittle, promettait des performances supérieures aux moteurs allemands avec une fiabilité très supérieure. Nous allons inverser la tendance, prédisait l'inventeur. Les Allemands ont eu 6 mois d'avance, nous allons reprendre la supériorité technique grâce à nos méthodes de production industrielle et à notre approche scientifique plus rigoureuse. Cette course à l'innovation révélait des aspects inattendus du génie de Coanda. Au-delà de ses capacités d'inventeur, il démontrait des talents remarquables d'organisateur et de coordinateur scientifique. Gérant simultanément les programmes britanniques, américains et français libres, il créait une synergie internationale qui optimisait les recherches et évitait les duplications. L'innovation, expliquait-il, n'est plus l'affaire d'un homme seul mais d'équipes coordonnées. Mon rôle évolue. De créateur, je deviens orchestrateur de créateurs. L'aspect industriel prenait une dimension géopolitique avec les négociations entre alliés sur le partage des technologies et des marchés d'après-guerre. Coanda, détenteur de nombreux brevets fondamentaux, se retrouvait malgré lui au centre d'enjeux économiques considérables. « Mes inventions appartiennent à l'humanité », déclarait-il noblement. « Mais je dois veiller à ce que les démocraties conservent un avantage technique sur les futurs adversaires de la liberté. » Cette responsabilité géostratégique ajoutait une dimension politique à son génie technique. Le développement de versions spécialisées révélait la polyvalence extraordinaire de la propulsion par réaction. Chasseurs de nuit, bombardiers rapides, avions de reconnaissance stratégique, chaque application explorait de nouveaux domaines tactiques. Le projet ultra-secret de bombardier intercontinental à réaction promettait de révolutionner la dissuasion stratégique en rendant possible des frappes à très longue distance. Ces développements préfiguraient l'aviation de l'ère nucléaire qui s'annonçait. L'impact sur la formation des pilotes nécessitait une révolution pédagogique complète. Coanda contribuait personnellement à l'élaboration de nouvelles méthodes d'instruction adaptées aux caractéristiques spécifiques du vol à réaction. Ces avions, expliquait-il aux écoles de pilotage, changent complètement la physiologie du vol. Les accélérations, les vitesses, les altitudes atteignent des niveaux qui exigent une préparation physique et psychologique nouvelle. Nous formons les premiers pilotes de l'ère supersonique. Les premiers essais de vol transonique, réalisés en octobre 1944 avec un météore modifié, ouvraient des perspectives révolutionnaires sur l'aviation du futur. Coanda, présent lors de ces vols historiques, mesurait l'ampleur des transformations qu'il avait déclenchées. Nous approchons du mur du son. Quand nous l'aurons franchi, plus aucune limite ne s'opposera à la vitesse des avions. L'humanité entre dans l'ère de la vitesse absolue. Cette vision prophétique annonçait les développements de l'après-guerre. L'efficacité opérationnelle croissante des chasseurs à réaction alliés commençait à modifier sensiblement l'équilibre aérien européen. Les formations de Me-262 allemands, malgré leur performance supérieure, ne parvenaient plus à compenser leur infériorité numérique face aux Météores et aux P-80 américains qui arrivaient en renfort. La quantité, observait Coanda, finit par l'emporter sur la qualité quand la différence technique se réduit. C'est une leçon importante pour l'après-guerre. L'innovation doit s'accompagner d'une capacité de production industrielle. Cette évolution de l'équilibre des forces aériennes annonçait la victoire alliée prochaine, mais aussi les défis de l'après-guerre. Coanda, conscient d'avoir participé à une révolution technologique majeure, s'interrogeait déjà sur l'utilisation pacifique de ses inventions. Ces moteurs qui servent aujourd'hui la guerre peuvent demain révolutionner les transports civils, réduire les distances, rapprocher les peuples. Mon rêve est que l'aviation à réaction serve finalement la paix plus efficacement qu'elle n'a servi la guerre. La fin de l'année 1944 révéla toute l'ampleur stratégique de la révolution technologique initiée par Coanda, alors que l'aviation à réaction alliée atteignait sa maturité opérationnelle et commençait à dicter de nouvelles règles dans la guerre aérienne européenne. L'offensive des Ardennes allemandes, dernière tentative désespérée du Reich, fut en partie neutralisée par la supériorité aérienne que conféraient aux Alliés leurs nouveaux chasseurs à réaction, capables d'intercepter efficacement les derniers avions conventionnels de la Luftwaffe qui tentaient de soutenir l'offensive terrestre. Coanda assistait depuis le quartier général de Versailles
à cette démonstration grandeur nature de l'efficacité de son innovation. Les rapports opérationnels confirmaient que les météores britanniques et les P-80 américains dominaient désormais l'espace aérien, leur performance permettant des interceptions impossibles avec l'aviation conventionnelle. C'est la victoire de la science sur l'empirisme, déclarait-il avec satisfaction. Nos méthodes rigoureuses de développement l'emportent sur l'improvisation géniale mais désordonnée des Allemands. Cette analyse révélait sa compréhension des enjeux méthodologiques autant que techniques. L'impact psychologique de cette supériorité technologique dépassait largement son efficacité militaire immédiate. Les populations alliées, qui avaient subi pendant des années la menace des armes nouvelles allemandes, découvraient que leurs scientifiques avaient finalement pris l'avantage dans cette guerre de l'innovation. Churchill lui-même, visitant les bases de météores, déclarait « Ces avions incarnent le génie démocratique face à la barbarie totalitaire. Ils prouvent que la liberté scientifique l'emporte toujours sur la contrainte idéologique. » Cette dimension symbolique ajoutait une résonance particulière au succès technique. Cependant, l'approche de la victoire posait de nouveaux défis à Coanda et à ses équipes. Comment gérer l'après-guerre technologique? Comment éviter que les innovations développées pour la démocratie ne tombent entre les mains de futurs adversaires? Ces questions stratégiques transformaient l'inventeur en géopoliticien malgré lui, l'obligeant à penser les conséquences à long terme de ses créations. La découverte des laboratoires allemands secrets par les armées alliées révéla l'ampleur réelle du programme rival de propulsion à réaction. Les installations souterraines de Nordhausen et de Kala abritaient des recherches extraordinairement avancées, qui dépassaient parfois les réalisations alliées. Ils étaient plus près du but que nous ne l'imaginions, reconnaissait Coanda après avoir examiné les prototypes allemands capturés. Si la guerre avait duré 6 mois de plus, ils auraient peut-être repris la supériorité technique. Cette découverte révélait rétrospectivement l'importance cruciale du facteur temps dans cette course technologique. L'arrivée massive d'ingénieurs et de scientifiques allemands dans les programmes alliés créait une situation paradoxale où les anciens rivaux devenaient collaborateurs forcés. Coanda, dirigeant désormais des équipes mixtes comprenant des Allemands ralliés, mesurait la complexité humaine de l'innovation technique. La science n'a pas de nationalité, philosophait-il. Mais les scientifiques en ont une. Il faut du temps pour transformer des ennemis d'hier en collaborateurs d'aujourd'hui. Cette dimension humaine révélait les défis de l'intégration technologique d'après-guerre. Les premières applications civiles de la propulsion à réaction commençaient à se dessiner dans les bureaux d'études alliés. Transport de passagers supersoniques, courrier aérien intercontinental, exploration de la haute atmosphère. Les perspectives ouvertes par l'innovation de Coanda dépassaient largement le domaine militaire. Nous avons créé les outils de la mondialisation, prédisait-il avec une lucidité remarquable. Ces avions vont réduire le monde à la taille d'un village global. Cette vision anticipait les transformations du demi-siècle suivant. L'organisation de l'industrie aéronautique d'après-guerre nécessitait une coordination internationale inédite. Coanda participait aux négociations sur la standardisation des technologies, le partage des brevets, la répartition des marchés entre alliés. Son statut de père de l'aviation à réaction lui conférait une autorité morale considérable dans ces discussions délicates. L'innovation, expliquait-il aux négociateurs, doit servir la coopération internationale, pas la concurrence destructrice. Ces technologies sont trop importantes pour être monopolisées par une seule nation. La formation des nouvelles générations d'ingénieurs aéronautiques devenait un enjeu stratégique majeur. Coanda contribuait à la création d'écoles spécialisées qui enseigneraient les principes de la propulsion à réaction aux futurs concepteurs d'avions. Nous devons transmettre non seulement nos techniques, insistait-il, mais aussi notre méthode scientifique, notre esprit d'innovation, notre éthique de la responsabilité. Cette préoccupation pédagogique révélait sa volonté de pérenniser sa révolution technologique. L'approche du printemps 1945 et de la victoire alliée transformait progressivement l'innovation militaire de Coanda en révolution industrielle civile. Les constructeurs aéronautiques planifiaient déjà la reconversion de leur chaîne de production militaire vers des applications commerciales. La paix, observait l'inventeur, va libérer toutes les potentialités de nos innovations. Ce que nous avons créé pour la guerre va transformer la paix. Cette transition majeure annonçait l'ère de l'aviation commerciale moderne. L'héritage scientifique de Coanda dépassait désormais largement sa personne pour devenir patrimoine technologique de l'humanité. Ses principes de propulsion par réaction, ses méthodes de développement,
Sa vision systémique de l'innovation aéronautique influencerait des générations d'ingénieurs. Un inventeur, réfléchissait-il, ne possède jamais vraiment ses inventions. Il les découvre pour l'humanité et les transmet au patrimoine commun. C'est sa plus belle récompense et sa plus lourde responsabilité. Cette philosophie humaniste couronnait une carrière exceptionnelle au service du progrès technique et de la liberté. Le 8 mai 1945, jour de la victoire alliée en Europe, Enrico Honda se trouvait dans son bureau de consultant technique au quartier général de l'OTAN naissant, contemplant par la fenêtre les chasseurs à réaction qui patrouillaient au-dessus de Londres en formation de victoire. Ces avions, nés de ses calculs théoriques de 1910 et de son obstination face au scepticisme général, symbolisaient désormais le triomphe de la science démocratique sur l'obscurantisme totalitaire. 35 ans, murmurait-il ému. Il m'a fallu 35 ans pour voir mes rêves de jeunesse transformer la réalité du monde. C'est long à l'échelle d'une vie, mais instantané à l'échelle de l'humanité. Cette victoire technique s'accompagnait cependant d'une prise de conscience troublante sur les implications futures de ces innovations. Les bombardiers à réaction développés en fin de guerre, capables de transporter les nouvelles armes atomiques à des vitesses et des distances révolutionnaires, transformaient complètement la géostratégie mondiale. L'ère nucléaire qui s'ouvrait avec Hiroshima et Nagasaki trouvait dans l'aviation à réaction le vecteur idéal de la terreur absolue. J'ai voulu servir la défense de la liberté, confiait Coanda à ses proches collaborateurs, et je découvre que mes inventions peuvent servir la destruction de l'humanité. C'est le dilemme éternel de l'inventeur. Ses créations lui échappent pour devenir autonomes. La reconversion industrielle de l'après-guerre offrait heureusement des perspectives plus encourageantes. Les premiers projets d'aviation commerciale à réaction prenaient forme dans les bureaux d'études des constructeurs alliés. De Havilland Comet, Sud Aviation Caravelle, Boeing 707, ces appareils civils promettaient de révolutionner les transports internationaux en divisant par 3 les temps de vol intercontinentaux. Voici enfin, se réjouissait Coanda, l'utilisation pacifique que j'avais rêvée pour mes moteurs. Ces avions vont rapprocher les peuples, faciliter les échanges, construire un monde plus petit et plus fraternel. Son rôle évoluait naturellement de l'innovation militaire d'urgence vers la planification technologique civile à long terme. Consultant pour les grandes compagnies aériennes naissantes, conseiller des gouvernements pour l'aviation civile internationale, expert auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, il participait à l'élaboration des standards techniques qui réguleraient l'aviation commerciale mondiale. Cette dimension normative révélait un aspect méconnu de son génie, la capacité à transformer des innovations révolutionnaires en standards industriels universels. Les défis techniques de l'aviation civile à réaction s'avéraient différents mais non moins complexes que ceux de l'aviation militaire. Fiabilité absolue, économie d'exploitation, confort des passagers, sécurité maximale remplaçaient performance pure et efficacité au combat dans les cahiers des charges. Nous devons réinventer nos moteurs, expliquait Coanda à ses équipes. Non plus pour la guerre mais pour la paix. C'est un défi aussi exigeant mais infiniment plus gratifiant moralement. L'internationalisation de l'industrie aéronautique d'après-guerre créait des opportunités de coopération inédites. Coanda, citoyen français d'origine roumaine travaillant avec des équipes britanniques, américaines et même allemandes reconverties, incarnait cette dimension cosmopolite de l'innovation technique. La science, déclarait-il lors d'un congrès international d'aéronautique, transcende les frontières nationales. Un moteur à réaction français vole aussi bien qu'un moteur américain ou britannique. Cette universalité technique peut servir la construction de la paix. Le développement de l'aviation supersonique civile représentait l'aboutissement logique de ces recherches. Les projets de Concorde franco-britannique, de Tu-144 soviétique, de Boeing 2707 américain, exploraient les limites ultimes de la vitesse commerciale. Coanda, consultant sur tous ces programmes, vivait l'apothéose de sa carrière d'innovateur. Nous approchons du rêve absolu de l'humanité. Voyager plus vite que le son dans le confort et la sécurité. C'est l'aboutissement de toute l'histoire de l'aviation depuis les frères Wright. L'aspect environnemental de ces innovations, encore peu perçu à l'époque, préoccupait cependant le visionnaire qu'était Coanda. La consommation énergétique des moteurs à réaction, leur impact sonore, leurs émissions polluantes posèrent des questions de durabilité que peu de contemporains appréhendaient. Nous devons veiller, avertissait-il dès 1946.
à ce que nos innovations ne détruisent pas l'environnement qu'elles sont censées servir. La vitesse ne doit pas se payer d'une dégradation irréversible de notre planète. La formation des nouvelles générations d'ingénieurs aéronautiques devenait l'une de ses préoccupations majeures. Professeur associé dans plusieurs universités européennes et américaines, il transmettait non seulement ses connaissances techniques, mais aussi sa philosophie de l'innovation responsable. Un ingénieur, enseignait-il à ses étudiants, ne doit jamais oublier que ses créations influenceront la vie de millions de personnes. Cette responsabilité doit guider chacune de ses décisions techniques. L'héritage intellectuel de Coanda s'organisait également autour de ses publications scientifiques qui codifiaient les principes de l'aérodynamique moderne et de la propulsion par réaction. Ces traités, traduits en dizaines de langues, servirent de référence mondiale aux ingénieurs aéronautiques. La science, philosophait-il, progresse par accumulation de connaissances transmises de génération en génération. Mon rôle est de transformer mes découvertes en savoir partagé. Cette générosité intellectuelle caractérisait l'homme autant que le scientifique. L'approche de ses 70 ans amenait Coanda à dresser le bilan de son œuvre révolutionnaire. De son premier avion à réaction de 1910 au supersonique civil des années 1960, il avait accompagné et largement inspiré l'évolution de l'aviation moderne. J'ai eu la chance, résumait-il avec modestie, de vivre assez longtemps pour voir mes intuitions de jeunesse transformer le monde. C'est un privilège rare que la Providence accorde à peu d'inventeurs. Cette sérénité témoignait d'une vie exceptionnellement accomplie au service du progrès humain. Les années 1950 marquèrent l'apogée de la reconnaissance internationale d'Henry Coanda, désormais unanimement considéré comme l'un des pères fondateurs de l'aviation moderne aux côtés des frères Wright, de Louis Blériot et d'autres pionniers légendaires. Son effet Coanda, principe aérodynamique découvert en 1910 et à la base de tous les développements ultérieurs de la propulsion par réaction, était enseigné dans toutes les écoles d'ingénieurs du monde libre. Cette consécration scientifique couronnait une carrière d'innovateur qui avait révolutionné non seulement l'aviation militaire, mais aussi les perspectives de l'aviation civile internationale. L'entrée en service commercial des premiers avions de ligne à réaction, le de Havilland Comet en 1952, puis le Sud Aviation Caravelle en 1955, marquait le triomphe civil des innovations de guerre de Coanda. Ces appareils, dont il avait supervisé personnellement certains aspects techniques, réduisaient drastiquement les temps de vol intercontinentaux et ouvraient l'ère du transport aérien de masse. Mes moteurs, se félicitait-il lors du premier vol commercial Paris-New York en moins de 8 heures, transforment la planète en village global. C'est exactement la vision que j'avais développée 40 ans plus tôt. Cette démocratisation de l'aviation rapide s'accompagnait de défis techniques nouveaux qui mobilisaient encore le génie inventif de Coanda. L'augmentation du trafic aérien nécessitait des moteurs plus silencieux, plus économiques, plus fiables. Ses recherches sur la réduction du bruit des réacteurs, sur l'amélioration du rendement énergétique, sur la sécurité des systèmes de propulsion ouvraient de nouveaux domaines d'innovation qui influenceraient l'aviation civile pendant des décennies. L'aspect géopolitique de ces innovations prenait une dimension nouvelle avec la guerre froide naissante. Les moteurs à réaction équipèrent désormais les bombardiers stratégiques américains et soviétiques capables de transporter les armes nucléaires à travers les continents. Cette militarisation de ces découvertes préoccupait profondément Coanda, qui redoutait que l'humanité utilise ses inventions pour sa propre destruction. La course aux armements nucléaires, confiait-il à ses proches, pervertit mes innovations pacifiques en instruments de terreur mutuelle. Ce n'était pas ma vision de l'aviation du futur. Son engagement pour les applications civiles se renforçait d'autant plus qu'il mesurait les dangers militaires de ses créations. Conseiller technique de l'UNESCO pour le développement de l'aviation dans les pays émergents, il prônait l'utilisation de la technologie à réaction pour désenclaver les régions isolées, faciliter les échanges culturels, accélérer le développement économique des nations les moins favorisées. L'aviation, plaidait-il, doit servir la paix et le progrès, pas la guerre et la destruction. C'est notre responsabilité morale d'orienter nos innovations vers le bien commun. Le développement de l'aviation supersonique militaire et civile représentait l'aboutissement logique de ces recherches théoriques. Les premiers vols supersoniques, réalisés avec des avions expérimentaux dérivés de ces principes, confirmaient la validité de ces calculs d'avant-guerre sur les possibilités de dépasser le mur du son. Chuck Yeager, franchissant le mur du son en 1947, sur Bell Hixon,
les prototypes de Concorde atteignant Mach 2 en 1969, tous ces exploits validaient rétrospectivement ses intuitions géniales de jeunesse. L'enseignement et la transmission de ses connaissances occupaient une place croissante dans ses activités. Professeur invité dans les plus prestigieuses universités techniques du monde, il formait les futures générations d'ingénieurs aéronautiques au principe de l'innovation responsable. Un ingénieur, enseignait-il à ses étudiants, ne doit jamais séparer excellence technique et conscience morale. Nos créations façonnent l'avenir de l'humanité, cette responsabilité doit guider chacune de nos décisions. Cette philosophie humaniste influençait profondément ses disciples. L'industrie aéronautique mondiale, désormais organisée autour des principes qu'il avait établis, lui rendait hommage par de multiples distinctions et reconnaissances. Docteur honoris causa de dizaines d'universités, membre d'honneur de toutes les académies des sciences aéronautiques, récipiendaire des plus hautes décorations civiles et militaires, il incarnait la figure du savant universel au service de l'humanité. Ces honneurs, s'ils le touchaient personnellement, l'intéressaient surtout par leur valeur symbolique de reconnaissance de la science au service du progrès. Ses mémoires, publiées en 1960 sous le titre « L'aviation de demain », constituaient un témoignage exceptionnel sur l'évolution de l'aéronautique moderne et une réflexion prospective sur l'avenir des transports aériens. Cet ouvrage, traduit en 30 langues, influença une génération d'ingénieurs et d'entrepreneurs aéronautiques. Je lègue à mes successeurs, écrivait-il en conclusion, non seulement mes découvertes techniques, mais aussi ma conviction que l'innovation doit servir l'humanité entière, sans distinction de race, de nation ou de classe sociale. L'approche de ses 80 ans a mené Coanda à réfléchir sur l'héritage de son œuvre révolutionnaire. L'aviation à réaction, devenue banale pour les voyageurs du monde entier, conservait pour lui sa dimension miraculeuse de victoire de l'intelligence humaine sur les lois de la pesanteur. Chaque fois que je vois un avion de ligne décoller, confiait-il, je repense à ce jeune ingénieur de 1910 qui rêvait de faire voler des machines sans hélice. Ce rêve est devenu réalité et dépasse tout ce que j'avais imaginé. Cette humilité devant son propre génie témoignait de la grandeur de l'homme, autant que du scientifique. L'entrée des années 1960 coïncida avec l'apothéose commerciale et technologique de l'œuvre de Coanda, marquée par l'explosion du transport aérien civil et le développement des premiers programmes d'aviation supersonique commerciale. Le projet Concorde, fruit de la coopération franco-britannique et directement inspiré des principes aérodynamiques qu'il avait établis, représentait l'aboutissement de ses rêves de jeunesse. Un avion civil capable de voler à plus de 2 fois la vitesse du son, tout en offrant confort et sécurité aux passagers. Voici enfin, déclarait-il lors de la présentation du prototype, l'aviation du XXIe siècle qui naît au XXe siècle. Cette consécration technique s'accompagnait d'une réflexion approfondie sur l'impact sociologique de ces innovations. L'aviation commerciale à réaction, en démocratisant les voyages intercontinentaux, transformait profondément les relations humaines, les échanges culturels, l'économie mondiale. Mes moteurs, observait-il avec satisfaction, ont créé la première civilisation planétaire de l'histoire humaine. Un businessman peut aujourd'hui déjeuner à Paris et dîner à New York le même jour. Cette révolution des transports change la perception même de l'espace et du temps. Cette vision sociologique révélait la dimension prophétique de son génie. L'aspect environnemental de l'aviation moderne, encore peu perçu par ses contemporains, préoccupait déjà le visionnaire qu'était devenu Coanda. Les nuisances sonores des premiers réacteurs, leur consommation énergétique considérable, leurs émissions polluantes, posaient des questions de durabilité que l'inventeur intégrait dans ses recherches ultérieures. Nous devons, avertissait-il dès 1962, développer une aviation écologiquement responsable. La vitesse ne doit pas se payer d'une destruction de notre environnement. Cette conscience écologique avant-gardiste influençait ses derniers travaux de recherche. Le programme spatial naissant, qui utilisait largement les principes de propulsion par réaction pour les fusées, constituait un prolongement logique et extraordinaire de ces innovations. Consulté par la NASA et le CNES pour l'adaptation de ces technologies aux vols spatiaux, Coanda voyait ces principes théoriques contribuer à la conquête de l'espace, de la propulsion atmosphérique à la propulsion spatiale, réfléchissait-il. Il n'y a qu'un pas conceptuel. Mes calculs de 1910 servent maintenant à envoyer l'homme sur la Lune. C'est un aboutissement que je n'avais jamais osé imaginer.
Son influence sur la nouvelle génération d'ingénieurs aérospatiaux se manifestait à travers ses nombreux disciples, qui occupaient désormais des positions clés dans l'industrie mondiale. Marcel Dassault, Willy Messerschmitt-Rallier, Kelly Johnson de Lockheed, tous reconnaissaient l'influence fondatrice des théories de Coanda sur leurs propres innovations. Un maître, philosophait-il, se mesure moins à ses propres réalisations qu'à celles de ses élèves. Si mes disciples dépassent mes propres découvertes, j'aurai pleinement réussi ma mission d'innovateur. Cette générosité intellectuelle caractérisait sa maturité de grand savant. L'industrie aéronautique européenne en cours de structuration sollicitait régulièrement ses conseils pour les orientations stratégiques à long terme. Airbus, consortium naissant créé pour concurrencer la domination américaine, bénéficiait de son expertise pour développer une nouvelle génération d'avions de ligne plus performants et plus économiques. L'Europe, prédisait-il avec une remarquable lucidité, peut reconquérir sa place dans l'aviation mondiale en misant sur l'innovation et la coopération internationale. Mes principes techniques, unis au génie industriel européen, peuvent créer l'aviation du futur. L'évolution vers l'électronique embarquée et l'automatisation des systèmes de vol ouvraient de nouveaux champs d'application pour ces innovations. Les premiers systèmes de navigation automatique, les ordinateurs de bord, les commandes de vol électroniques transformaient l'avion moderne en système intégré, où propulsion, aérodynamique et électronique fusionnaient. Nous assistons, observait Coanda, à la naissance de l'avion intelligent, qui combine mes découvertes mécaniques aux innovations électroniques contemporaines. C'est une nouvelle révolution qui dépasse en ampleur tout ce que nous avions imaginé. Le premier vol du Concorde en 1969 représenta pour lui l'un des moments les plus émouvants de sa longue carrière. Cet avion, qui matérialisait ses rêves les plus audacieux de 1910, prouvait définitivement que ses intuitions de jeunesse avaient ouvert la voie à l'aviation supersonique civile. 60 ans, murmurait-il ému en assistant au décollage historique. Il a fallu 60 ans pour transformer mes calculs théoriques en réalité commerciale. Mais quel aboutissement! Cet avion annonce l'ère où les distances terrestres ne compteront plus. Cette vision prophétique révélait sa compréhension des enjeux géopolitiques de ces innovations. L'enseignement demeurait sa passion principale, transmettant à des milliers d'étudiants du monde entier non seulement ses connaissances techniques, mais aussi sa philosophie de l'innovation responsable. Ses cours, dispensés simultanément à la Sorbonne, au MIT et à Cambridge, influençaient profondément les futurs dirigeants de l'industrie aéronautique mondiale. L'innovation, répétait-il à ses étudiants, n'est pas seulement affaire de technique mais de vision globale. Un ingénieur doit comprendre les implications sociales, économiques et environnementales de ses créations. Ses dernières recherches se concentraient sur les défis de l'aviation du XXIe siècle. Propulsion plus écologique, matériaux révolutionnaires, intelligence artificielle embarquée, vol hypersonique. À près de 80 ans, il conservait une curiosité scientifique intacte et une capacité d'innovation qui forçait l'admiration de ses plus jeunes collaborateurs. La vieillesse, plaisantait-il, ne doit jamais être un obstacle à la découverte. Au contraire, l'expérience accumulée permet d'imaginer des solutions que la jeunesse n'envisage pas. Cette vitalité intellectuelle exceptionnelle témoignait de sa passion inaltérée pour l'innovation. L'approche des années 1970 le voyait travailler sur ce qu'il considérait comme son testament scientifique, une synthèse complète de ses découvertes et une prospective sur l'aviation du futur. Cette œuvre monumentale, intitulée « Principes d'aérodynamique moderne et perspectives de l'aviation du XXIe siècle », influencerait des générations d'ingénieurs et confirmerait définitivement son statut de père fondateur de l'aviation moderne. L'héritage extraordinaire d'Henry Coanda se mesure aujourd'hui à l'aune de la révolution permanente qu'il a déclenchée dans l'aviation mondiale, transformant à jamais non seulement la technologie aéronautique, mais aussi la civilisation humaine elle-même. En ce début de XXIe siècle, chaque avion de ligne qui décolle d'un aéroport, chaque chasseur supersonique qui patrouille dans le ciel, chaque fusée qui s'élance vers l'espace, porte en lui l'empreinte indélébile de cet ingénieur visionnaire dont l'idée folle de 1910 est devenue le fondement même de notre mobilité moderne. Cette transformation radicale, initiée par un homme seul face au scepticisme général, illustre parfaitement la puissance révolutionnaire du génie humain quand il s'unit à la persévérance et au courage intellectuel.
La dimension prophétique de ces innovations se révèle chaque jour davantage avec les développements contemporains de l'aéronautique et de l'astronautique. Les avions hypersoniques expérimentaux qui atteignent aujourd'hui Mach 5, les moteurs à réaction électrique qui équipent les satellites, les systèmes de propulsion plasma des sondes interplanétaires, tous ces prodiges technologiques du XXIe siècle appliquent et développent les principes découverts par Coanda il y a plus d'un siècle. L'effet Coanda, étudié désormais par l'intelligence artificielle et modélisé par les supercalculateurs les plus puissants, continue de révéler des secrets qui ouvrent de nouveaux horizons à l'innovation aérodynamique. L'impact économique et social de sa révolution technologique dépasse largement le domaine strictement aéronautique pour transformer l'ensemble de la civilisation mondiale. L'industrie du transport aérien, qui emploie aujourd'hui des dizaines de millions de personnes et génère des milliers de milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, existe entièrement grâce aux innovations de propulsion par réaction qu'il a initiées. Cette démocratisation du voyage aérien, qui permet à des centaines de millions de personnes de traverser les continents en quelques heures, a créé la première civilisation véritablement planétaire de l'histoire humaine. L'influence de ces méthodes d'innovation transcende le domaine technique pour inspirer les entrepreneurs et créateurs contemporains. Sa capacité à transformer une intuition géniale en réalisation concrète malgré l'opposition du conformisme dominant, sa vision systémique qui intégrait dimensions techniques, économiques et sociales de l'innovation, sa persévérance face aux échecs et aux sceptiques constituent un modèle pour tous les innovateurs du XXIe siècle. Les géants technologiques actuels, d'Elon Musk à Jeff Bezos, reconnaissent s'inspirer de sa philosophie d'innovation révolutionnaire. La dimension écologique de ses préoccupations tardives se révèle aujourd'hui prémonitoire face aux défis environnementaux contemporains. Ses recherches sur la réduction des émissions polluantes, ses travaux sur l'efficacité énergétique des moteurs à réaction, sa vision d'une aviation durable préfigurait les enjeux actuels de décarbonation du transport aérien. Les moteurs à hydrogène, les carburants de synthèse, les systèmes de propulsion électrique développés aujourd'hui pour réduire l'empreinte carbone de l'aviation appliquent les principes qu'il avait établis pour optimiser l'efficacité énergétique. Son legacy scientifique perdure à travers les institutions de recherche qui portent son nom et développent l'aviation du futur. L'Institut Henri Cohan II de recherche aérodynamique, le Centre Cohan II d'innovation spatiale, la Fondation Cohan II pour l'aviation durable, constituent autant de foyers d'innovation qui perpétuent son esprit de recherche révolutionnaire. Des milliers d'ingénieurs, formés selon ses méthodes et inspirés par sa vision, travaillent aujourd'hui sur les défis de l'aviation hypersonique, du transport spatial commercial, de la mobilité aérienne urbaine. L'industrie spatiale contemporaine, des lanceurs réutilisables aux stations orbitales commerciales, applique quotidiennement ces principes de propulsion à réaction adaptée au vide spatial. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, toutes ces entreprises révolutionnaires utilisent des technologies dérivées de ces innovations fondatrices. Ces calculs sur l'efficacité propulsive, ces recherches sur l'aérothermodynamique, ces travaux sur les matériaux haute température constituent encore aujourd'hui les références théoriques de l'ingénierie spatiale moderne. La transformation digitale de l'aéronautique, avec l'intelligence artificielle embarquée, les systèmes autonomes de pilotage, la maintenance prédictive, s'appuie sur les principes systémiques qu'il avait développés pour intégrer toutes les fonctions de l'avion moderne. Sa vision de l'avion comme système global optimisé préfigurait l'approche contemporaine de l'ingénierie systémique qui caractérise l'aviation du XXIe siècle. Les avions de ligne actuels, pilotés par ordinateur et optimisés en temps réel, matérialisent sa conception de l'aviation intelligente. L'enseignement de ces découvertes dans les universités du monde entier forme chaque année des dizaines de milliers d'ingénieurs qui perpétueront et développeront son héritage innovateur. Ces traités, traduits en toutes les langues, constituent encore les références fondamentales de l'aérodynamique moderne. Sa pédagogie de l'innovation responsable, qui insistait sur les dimensions éthiques et sociales de la création technique, influence profondément la formation des ingénieurs contemporains face aux enjeux du développement durable. Au-delà de ses réalisations techniques, Henri Cohan a légué à l'humanité une leçon philosophique fondamentale, celle de la puissance transformatrice de l'intelligence humaine quand elle s'unit à la vision, au courage et à la persévérance. Son parcours,
de l'ingénieur rejeté de 1910 au père reconnu de l'aviation moderne, prouve que les idées les plus révolutionnaires naissent souvent dans la solitude et l'incompréhension avant de transformer le monde. Cette leçon d'espoir et d'audace intellectuelle reste plus que jamais d'actualité dans notre époque de mutations technologiques accélérées, où l'innovation responsable constitue la clé des défis planétaires contemporains. Son histoire nous enseigne finalement que derrière chaque révolution technologique qui transforme notre quotidien, se cache souvent un visionnaire incompris qui a eu le courage de défendre ses idées folles contre le scepticisme ambiant. En cette ère d'intelligence artificielle et de conquête spatiale, l'esprit pionnier d'Enrico Honda continue d'inspirer tous ceux qui rêvent de repousser les limites de l'impossible pour servir le progrès de l'humanité. Son héritage nous rappelle que l'innovation véritable naît toujours de la capacité à voir au-delà de l'horizon des possibles pour imaginer demain ce que personne n'ose concevoir aujourd'hui.